Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue, merci de nous préférer. Nous démarrons cette édition par cette actualité. Le lancement vendredi dernier du nouveau répertoire des prix de référence applicables dans l'administration publique. Le nouveau répertoire des prix de référence applicables au Bénin, officiellement lancé vendredi dernier. Le document, qui a sa 16e édition cette année, encadre bien les coûts des commandes publiques afin d'éviter les surfacturations. Un document à l'usage des responsables de la chaîne des dépenses publiques, mais aussi des fournisseurs des biens et services aux structures de l'État. Le lancement a eu lieu à la salle de conférence du ministère de l'Économie et des Finances. Compte rendu, janvier. Instauré depuis 2007, le répertoire des prix est un outil de planification et une clé de voûte dans l'architecture des dépenses publiques pour la sincérité des prévisions budgétaires. Il est le socle du système de costing par le référentiel Siscoref, une nouvelle application rendue disponible pour l'évaluation financière des besoins des administrations en vue d'assurer la qualité de la dépense publique et la sincérité des coûts des commandes. Pour cette année, nous voulons faire l'expérimentation d'élarguer les produits de santé et se confier au référentiel édité par la SOBAPS. Bien évidemment, nous avons pris les dispositions pour que cette liste soit disponible aux utilisateurs au même moment que le répertoire des prix de référence. Voilà tant d'innovations qui entourent le nouveau répertoire des prix de référence qui a devant lui de grandes perspectives. En termes de perspectives, nous pensons codifier les articles du répertoire des prix de référence pour se conformer à la comptabilité matière, de telle sorte que les gens auront des facilités à pouvoir intégrer dans leur logiciel les différents articles, et cela aussi nous permet de garder l'historique de l'évolution des prix de chaque article codifié. Le référentiel des prix fixe les prix d'achat par l'État des articles répartis en plusieurs catégories de biens et services. Les articles répertoriés sont ceux susceptibles de faire l'objet de commandes par les structures publiques, a indiqué le directeur national du contrôle des marchés publics. L'usage du répertoire des prix de référence vous permet de contribuer aux dépenses publiques de qualité. Alors, nous avons remarqué les années antérieures que grâce au principe de l'homologation, on a fait gagner près de 2 milliards de francs CFA à l'État béninois. Et sachez que ces bénéfices ou ces gaps que nous gagnons pour l'État béninois servent à financer forcément d'autres activités prises en compte lors des revues des PTA, donc permettent toujours au ministère d'aller dans le sens des dépenses efficientes ou des dépenses de qualité. Alors, ce que je souhaiterais demander évidemment à tous, c'est de faire franchement un bon usage du répertoire des prix de référence, ce qui nous permettra de gagner du temps, parce que chaque fois que vous allez vous dérober à l'utilisation du répertoire, vous serez confronté à des difficultés d'aboutissement de votre dossier. Le répertoire des prix de référence est le fruit des travaux d'une commission interministérielle composée de plusieurs structures de l'administration publique et de diverses personnes ressources, avec l'appui technique de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances a rappelé à cet effet l'utilité du document. Ce document sert de référence dans l'estimation des coûts des commandes lors de la planification et de la programmation des dépenses publiques. Il est le socle de notre système de costing pour le référentiel, une nouvelle application rendue disponible pour l'évaluation financière des besoins de nos administrations en vue d'assurer une certaine qualité et la sincérité des coûts de nos commandes. L'édition présente est le fruit des travaux d'une commission interministérielle composée de plusieurs structures de notre administration publique et d'un certain nombre de personnes ressources. La présente édition a permis de poursuivre l'encadrement du coût des matériaux de construction des modules de classe, des latrines, des centres de santé, des forages, des fosses septiques, etc. Je voudrais vous exhorter, vous, des PAF, PRMP et personnes désignées chargées de la conduite des procédures de seuil de dépenses
à faire exécuter vos opérations budgétaires suivant les prix du référentiel. Les prix mentionnés dans le répertoire sont toutes taxes comprises pour les produits assujettis à la TVA et hors taxes pour les produits exonérés de la TVA. C'est surtout au sein des couples que la plus grande violence se passe et la violence psychologique est vraiment en train de se développer sous diverses formes. Les communes, sinon la commune d'Abomey-Calavi, compte le plus grand nombre de ces cas et aussi des cas de viol. Ces informations ont été rendues publiques par Huguette Bokwe-Nyakaya, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. C'était vendredi dernier à Cotonou lors d'une conférence de presse dont voici les conclusions. Maintenant, les conclusions que nous en tirons, j'ai déjà commencé à en parler. D'abord sur la pertinence de la création de l'Institut national de la femme, je crois que nous n'avons plus de doute. L'Institut était attendu, l'Institut est assailli de façon positive, on va dire, et l'Institut est engagé dans sa mission de faire en sorte que la vie quotidienne des femmes, des jeunes femmes et des filles du Bénin soit améliorée, et que chacun puisse exprimer librement son potentiel, chacun puisse avoir, que les femmes puissent avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités que les jeunes garçons et que les jeunes hommes, pour poursuivre ses études, qui pour poursuivre sa formation, qui pour participer à la vie politique et publique, etc. Sur le statut socio-économique des victimes, comme je l'ai dit, nous sommes en proie vraiment à une tendance des jeunes femmes à accepter de vivre en couple en renonçant à leur travail, en renonçant à la poursuite de leurs études, en renonçant à une formation, etc. Beaucoup de femmes sont venues nous dire que leur mari a demandé de ne pas, leur compagnon a dit de ne pas travailler. Beaucoup de femmes ont dit que progressivement, elles ont, à force de n'être occupées qu'aux tâches domestiques, qu'elles ont perdu leur travail. Et beaucoup de jeunes filles semblent ne pas être gênées par l'idée d'accepter de vivre aux côtés d'un homme sans avoir de travail. Donc cela nous préoccupe et nous devons vraiment travailler à ce que dans les sensibilisations que l'Institut national va faire, le réveil des femmes à la découverte d'elles-mêmes, le relèvement de l'estime de soi, qui va faire que les femmes vont comprendre qu'elles sont nées avec du potentiel, qu'elles sont nées avec, comment dirais-je, il y a une destinée pour elles, et que cette destinée ne se confond pas au mariage. Leur destinée ne se limite pas au service à l'homme avec lequel elles ont décidé de se mettre, mais qu'elles ont aussi une destinée propre aux côtés de cet homme. Je crois aussi qu'il est important que dans notre sensibilisation, nous rappelions également que les charges du ménage sont partagées. Le Code des personnes et de la famille a dit que chacun apporte, le père, la mère, l'époux, l'épouse apporte sa part de contribution selon ses moyens aux charges du ménage. Sur l'état d'esprit des auteurs, il y a un plus grand nombre d'hommes que nous invitons qui viennent, soit ils viennent et viennent nous dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Beaucoup également sont dans les liens de plusieurs ménages. Je vais donner un exemple. La victime qui vient nous voir a 2 enfants avec un homme. Quand nous invitons l'homme nous annonce qu'il en a 9 et qu'il en a de différents lits. Donc, quand nous demandons, je vous donne carrément un exemple. Nous avons demandé donc un certain montant pour la pension alimentaire pour les 2 enfants dont la maman est venue nous voir. Et c'est là que nous apprenons qu'il y a 9 enfants. Et effectivement, on nous rapporte la preuve qu'il y a 9 enfants. Et maintenant, nous recevons des courriers des différents enfants des différents lits, nous demandant de régler en même temps leurs problèmes.
Donc, il y a vraiment, il se passe quelque chose dans notre société. Le concept de la vie en commun du couple est en train de se liquéfier, si je puis ainsi dire. Il y a énormément de cas de refus de payer la pension alimentaire avec de l'aplomb dans l'attitude. Certains des hommes que nous invitons, des maris ou des concubins que nous invitons, se moquent de nous, nous raccrochent au nez, nous disent qu'ils ont de l'entre-gens et que nous pouvons continuer, nous pouvons même aller plus loin pour les poursuivre. Mais de l'autre côté, je dois dire qu'il y a aussi, on va dire, une catégorie dont nous espérons qu'elle va croître, d'hommes qui viennent et qui disent « Oh là là, je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas aller à la criette, asseyons-nous, on va régler ce cas à l'amiable. » Au quartier sélandais de Cotonou, des caniveaux non couverts perturbent le quotidien des populations. Au dire des riverains, cet état de choses remonte à plus de 5 ans déjà et ne semble toujours pas être au nombre des préoccupations des autorités locales. Nous sommes allés faire le constat. Suivez. Caniveau bouché, non curé, à ciel ouvert et transformé en dépotoir d'ordures. C'est le spectacle auquel vous assistez à ce carrefour situé en plein cœur de la ville de Cotonou, au quartier Sénandé. Ces trous-là tuent beaucoup et on a beaucoup grogné, les gens parlaient à la radio, mais ça demeure toujours comme ça. C'est pas ici seul, vous allongez la voie jusqu'à Sénandé là-bas, jusqu'à à Votrou, même à trucs là, comment dirais-je, sur la voie et trucs, tout est gâté, allongé. On parle de la mairie, on ne sait pas si c'est la mairie ou bien si c'est le gouvernement qui va faire, on n'en sait plus rien. Et les gens qui curent encore les caniveaux, quand ils viennent, ils cassent encore de plus en plus ça. Vous-même, vous voyez, non? Donc, on ne sait pas à qui se plaindre. Et les gens tombent dedans, les gens cassent les pieds. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas. Fatigués, lassés et exaspérés par ce trou béant, vieux de plusieurs années et source de nombreux accidents, les habitants de ce quartier ne savent plus à quel saint se vouer. Ah, c'est là maintenant, c'est depuis le régime, les 5 ans passés avant. Hein. C'était comme ça un peu avant le régime de faim. Mais avant 5 ans après de talon, là, ça s'empire. Ça s'empire. Et surtout vraiment, si tu ne sais pas faire, même les petits caniveaux d'eau là, ils ont enlevé toutes les couvertures, on tombe dedans. Les gens cassent les pieds, même en marchant, si tu ne regardes pas devant et par terre même, tu vas tomber dedans. Ça fait à peu près 5 ans, plus de 5 ans. C'est tout comme ça, c'est partout. C'est partout. Ce n'est pas ici seul. Allez vers le pavé de Yenawa, vous allez voir, les gens tombent dedans et CPDM, c'est partout. Une situation qui est aggravée pendant la saison pluvieuse. Cette trou que voici crée d'énormes dégâts, surtout pendant la saison pluvieuse. Alors s'il pleut comme ça, alors les gens, même nous les autochtones aussi, ne maîtrisent pas bien, qui ne maîtrisent pas bien la voie, tombent dans les trous. Surtout les piétons, ils voient les motos, les motocyclistes aussi, donc tout le monde tombe dans le trou. Pour Rodolphe Akako, ces caniveaux à ciel ouvert font tache sur les efforts du gouvernement de redynamiser les infrastructures routières des communes du Bénin. C'est pour cela que même si le gouvernement travaille, on dit qu'il ne fait rien. Parce qu'en passant par ici, tu vois qu'il y a des problèmes dans la société et le gouvernement, même la mairie du truc là, comment dirais-je, police municipale est là-bas, non? C'est là-bas. Ils allons les voir, ils voient, même ils attrapent les émigrants, les trucs là. Ils voient ça, mais ils ne s'occupent pas de ça. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais c'est déplorable, quoi. Je me pose la question s'il y a encore des autorités en charge dans notre arrondissement. Parce que quand on va s'exprimer bien, il y a le délégué, il y a les conseillers, il y a le CA, il y a partout. Je ne sais pas s'ils ont fait le constat. Normalement, c'est à eux de faire le constat et de rendre compte acquis de droit pour que ça puisse être refait. À quand donc la fin du calvaire pour les populations de Sénandé? L'avenir nous le dira.
La cherté de la vie et la morosité économique que connaissent bien entendu les populations béninoises n'épargnent aucune couche de la société. Les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, essuient eux aussi les affres de cette cherté de la vie. Quelles sont les raisons de cette situation? Comment s'en sort-il? La réponse dans cet élément. Plusieurs mois déjà que le gouvernement, après sa tournée explicative sur les réelles causes de la flambée des prix de produits de première nécessité, de la cherté de la vie en général, a promis au peuple béninois alléger sa souffrance par diverses mesures. Malheureusement, jusque-là, rien n'a apparemment changé. Bien au contraire, la crise semble se généraliser et aucune couche n'épargne désormais à la morosité actuelle. Dans le rang des conducteurs de taxi-moto, la crise se fait sentir, surtout avec l'effectif pléthorique des conducteurs. La cherté de la vie, c'est partout, dans tous les domaines. Même si tu es artisan, ou soit tu es particulier, tu dois sentir. Pourquoi je dis ça? Regarde, nous, particulièrement nous les émigrants, quand on sortait de 9h à 10h, soit à midi comme ça, on trouve un peu 4 000, 3 000. Et maintenant, tu vas conduire jusqu'à 9h, à midi, tu ne vas pas encore trouver au moins 2 000 francs. Je dis 2 000 francs. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de conduire. C'est à cause de quoi? À cause de pauvreté. C'est à cause de pauvreté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de conduire. Ce n'est pas bon. Et encore, le gouvernement aussi, ils ont chassé les gens pour dire qu'il y a des faux diplômes. Eux là, ils sont rentrés dans ZEM pour en train de conduire ZEM. C'est pour cela qu'il y a beaucoup et plein de ZEM à Cotonou. Sincèrement, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que les émigrants d'aujourd'hui souffrent. Puisque le nombre a augmenté, le nombre a accroître. Les licenciements, les limogeages, les quoi là, ça fait que le monde a accroître. Si nous prenons le cas des cheminots, les 395 qu'on vient de licencier, tout ce monde-là vont faire quoi si ce n'est pas les émigrants? Les ceux de la Sonacop d'hier, qu'on a Maro Militari suspendu, tout ce monde-là, ils font quoi aujourd'hui? C'est les mêmes émigrants. Donc les émigrants aujourd'hui, ils souffrent dans sa chair. L'augmentation quotidienne de l'effectif des conducteurs de taxi-moto, ajoutée à la cherté de la vie, affaiblit davantage leurs revenus journaliers. Difficile parfois d'avoir accès aux 2 repas quotidiens. On est obligé de remanier notre budget. Si tu as l'habitude de manger 200 francs le matin, avec ces 200 francs, il vaut mieux d'aller payer Djongoli ou soit à Tchéké, ce qui va te constituer un peu pour traverser l'après-midi. Si tu vas là-bas manger, j'ai 200 francs, je vais manger spaghetti, là, tu t'es créé des problèmes. On essaie de remanier notre budget. Avec ça, on va s'en sortir. Pour le dépeuplement du secteur, certains proposent. Il y a beaucoup de terre au Bénin. Par exemple, les gens qui sont, supposons, à Didja, ou soit à Gbanizou, ou soit à Zogodomé, les gens sont venus ici pour en train de conduire ZEM. Pourquoi? Ils ont dit que quand tu voudrais cultiver, ça, tu vas trouver beaucoup de difficultés avant de trouver quelque chose. Et maintenant, l'État a des moyens. Il va acheter des tracteurs, ce qu'on veut utiliser pour en train de cultiver. S'ils ont fait ça là, ça serait bon. Les gens vont rester là-bas. Au moins, chaque fin du mois, ça serait un métier. Chaque fin du mois, si l'État donne au moins 50 000, 60 000, les gens doivent rester là-bas. Et après, ce qu'ils ont récolté, l'État doit prendre ça pour revendre ça. Et pourquoi l'État ne peut pas faire ça? S'ils ont fait ça, il y a eu le corps du ZEM, ça diminue un peu beaucoup. Quand tu vas voir 60 000 par mois et tu vas laisser pour conduire ZEM, non, je dis non, monsieur le président. Il faut faire quelque chose pour les émigrants. Ça serait bon pour vous. En attendant de trouver les alternatives pour dégraisser le secteur, certains citoyens préconisent. Mais si, en haut, vous ne commencez pas par vous sacrifier, par réduire vos salaires politiques, mais le bas peuple, à qui vous demandez chaque jour, serrez vos ceintures, voilà. Il y a bientôt la rentrée. Les parents ne savent où mettre la tête. Je suis victime.
Je voudrais inviter le gouvernement, avec respect que je le dois, Monsieur le Président Patrice Talon, il n'a qu'à revenir dans la réforme du SEM pour faire quelque chose pour les Émidiamans. Il n'a qu'à faire quelque chose pour les Émidiamans. Lorsque, en 2016, c'est ici qu'il était arrivé pour dire que quand on voudrait aller aux élections, on va venir ici d'abord. Et lorsque le président a pris le pouvoir, il a laissé nous les Émidiamans. Ce n'est pas bon. Je pense qu'il n'a qu'à faire quelque chose pour les Émidiamans. Il a fait ça pour les autres, non. Et pourquoi le corps des Émidiamans? Il n'a qu'à faire ça. Monsieur le Président, je vous invite de faire ça. Ça sera bon pour vous. Espérons que ces appels touchent les cœurs des dirigeants pour non seulement le soulagement des conducteurs de taxi-moto, mais du peuple béninois en général. Direction Parakou, la cité des Kobourou. Les étrangers qui viennent dans les localités sont censés se faire enregistrer auprès des élus locaux. À Parakou, dans le département du Borgou, les chefs quartiers accueillent avec allégresse la mesure. Ils relèvent cependant quelques difficultés. Fidèle Zimbaba, notre correspondant permanent sur place, a réalisé ce reportage. L'insécurité et les mesures de contrôle doivent davantage se renforcer dans les quartiers. Et cela relève surtout de la responsabilité des élus locaux de ces quartiers. Les étrangers doivent se faire enregistrer auprès des chefs quartiers comme le veut une décision récente. Il n'est pas rare de voir un nombre important de personnes vivre dans une maison qui peut à peine contenir 5 personnes. Le délégué de Banikani nous parle ici d'un cas récent. Hier, il y a dans une maison là, une chambre, un petit villa, qu'un démarcheur est parti prendre les Nigériens des Ibo qui atteignent déjà 25 personnes dans une maison. 25 personnes. Et ils sont venus me voir, mes administrés sont venus me voir pour dire, ah délégué, nous avons vu des Ibo qui sont venus dans une maison qui atteignent 25 personnes. Il y a quoi? Je me suis levé, je suis parti. J'ai vu effectivement, les Ibo sont pleins dans la maison là, qui atteignent déjà 25 personnes. Avant même la décision selon laquelle les étrangers se fassent enregistrer chez les autorités locales ne paraissent, il y avait une décision préfectorale à Parakou qui obligeait les chefs quartiers à enregistrer les étrangers venus dans leur quartier. Oui, la nouvelle pour nous, les chefs quartiers, nous l'avons accueilli à bras ouverts, mais il y avait déjà le préfet du Borgou, Cissé, qui avait déjà sorti un arrêté et qui demandait au Sécu de faire le travail. Donc, lors d'un conseil d'arrondissement, le CA nous avait déjà entretenu par rapport à ce sujet-là. Ça veut dire donc que quelque part, sur le plan national, cela revêt quand même un caractère important. Cette histoire-là, vous n'êtes pas sans le savoir qu'avec l'arrivée des djihadistes qui sont en train de faire ravage sur le plan national, avec nos policiers et nos concitoyens, il est quand même urgent que le gouvernement prenne des décisions. C'est dans ce sens-là que moi, je crois que la décision du Conseil des ministres vient à point nommé. On ne peut pas laisser quand même une nation comme ça en l'air où tout le monde entre et tout le monde sort comme si nous étions dans la cour du roi Péto. Moi, j'apprécie cette décision du gouvernement. La mesure est donc bonne pour mieux garantir la sécurité des uns et des autres. Cependant, les chefs quartiers soulèvent quelques difficultés. Bon, je crois que au niveau du gouvernement, tout est d'abord en préparation. Vous savez, lorsque on prend une décision, et à la suite, on essaie de mettre les moyens. Comme on le dit, on nous envoie en mission. Et lorsqu'on envoie en mission quelqu'un, on lui donne les moyens. Les moyens, c'est quoi? On va les enregistrer comment? Est-ce que ce serait dans une base de données et ce serait avec des registres qu'on va mettre à notre disposition? Pour mon cas personnel, moi j'avais déjà commencé par faire le travail. La semaine passée, j'ai reçu un blanc ici qui est arrivé de la France. Il est arrivé dans le cadre d'un partenariat avec l'ONG Okwabo à Parakou ici. Donc il est venu se faire enregistrer. Mais quand il est arrivé, moi, bon, ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce qu'il est venu se faire établir une pièce? Il a dit non, qu'il aurait appris quand même les étrangers doivent se faire enregistrer. Voilà pourquoi il est arrivé. Bon, tout de suite, je me suis dit, mais où est-ce qu'il faut trouver un registre pour le faire? Moi, j'avais un registre de fortune, c'est ça qui est sur la table là.
Et c'est dans ce registre-là que j'ai pris ces informations. Et il m'a aussi fourni, disons, son passeport que j'ai photocopié, que j'ai gardé. Je lui ai posé certaines questions que j'ai aussi notées dans le registre. Vous êtes arrivé d'où? Vous êtes venu dans le cadre de quelle activité au Bénin? Vous êtes arrivé pour combien de temps au Bénin? Et il m'a donné toutes ces informations-là que j'ai essayé de recueillir dans ce registre-là. Donc vous voyez, quelque part, il y a les moyens qui nous manquent. Est-ce qu'on va prendre ces informations-là dans un cahier de 100 pages? Est-ce que c'est le gouvernement qui va déjà nous donner un genre de formulaire que nous allons suivre, un canevas que nous allons suivre? Il va falloir que le gouvernement sorte quand même ce genre de registre-là et qu'au niveau national, que le travail se fasse de manière unanime. D'un côté, les démarcheurs et les propriétaires doivent être mis à contribution pour que l'application de la mesure se fasse comme cela se doit. Il y a des gens qui ont construit à Parakou, mais ils ne sont pas à Parakou, ils sont à Cotonou. C'est de Cotonou maintenant qui donnent les chambres aux démarcheurs. Voilà, ils donnent les chambres aux démarcheurs. Le démarcheur trouve son client, il a son pourcentage, si c'est les 10%, il prend ces 10%, lui s'en fout de déléguer. Il donne un rapport déjà au propriétaire. Nous avons déjà trouvé locataire. Prends ton, il a déjà payé l'avance à 3 mois. Il donne les 3 mois, c'est fini. Il ne dit rien. Et c'est après qu'il y a problème. Les élus locaux se doivent donc d'être plus vigilants pour la sécurité des populations. Quelle est l'utilité de la psychologie dans les écoles? Cette interrogation préoccupe plus d'un de nos jours. Doit-on, au-delà de l'enseignement dispensé dans les matières littéraires comme scientifiques, mettre un accent sur l'état psychologique des apprenants? Étienne Sonou est psychologue clinicien. Il en parle au micro d'Aristide Kanoussou et de Sylvain Béanzin. Dans un établissement scolaire, je pense qu'un psychologue est très important dans un établissement pour la simple raison que, vous savez, dans les centres d'apprentissage, l'apprenant s'appuie sur certains éléments. Il y a la mémoire qui est très indispensable dans la récupération du savoir et dans la retransmission du savoir, donc dans son évaluation, dans l'évaluation du savoir. Et la mémoire fait partie de certaines fonctions sur lesquelles s'appuie l'apprenant pour travailler. En dehors de la mémoire, l'apprenant a besoin d'avoir une attention soutenue pour pouvoir écouter, l'attention auditive, l'attention visuelle et j'en passe. En gros, l'apprenant a besoin de ce qu'on appelle les fonctions supérieures. On peut les désigner aussi sous la forme de fonctions cognitives. Et là, lorsque ces fonctions sont perturbées, soit l'enfant est affecté par des données à la maison, les parents sont séparés, l'enfant est maltraité, l'enfant est disons, on l'accompagne mal à la maison, ou bien un enseignant l'a jugé de taré. Rapidement, tout ce qu'il a entendu au niveau de ses sens, au niveau sensoriel, ce qu'il a emmagasiné remonte vers un centre du cerveau qui se chargeront, ce centre va se charger quand même de faire une distribution. Et cette distribution, c'est d'ordre émotionnel. Et quand c'est d'ordre émotionnel, ça va perturber les fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des supports véritables sur lesquels s'appuie l'apprenant pour étudier. Lorsque ces fonctions sont perturbées, il n'y a pas une possibilité pour l'enfant même de vous écouter jusqu'à dire qu'il est en train de retransmettre ce qu'on lui a donné en cas d'évaluation. Si c'est le cas, qui s'en occupe? C'est le psychologue. Donc, il y a nécessité que des établissements puissent avoir un psychologue au niveau de leur centre. À la rentrée, il y a ceux qui vont commencer nouvellement les collèges. Ceux-là, par exemple, seront contents et seront pressés de découvrir le collège, naturellement. Ceux qui sont déjà anciens au niveau du collège, ils vont se dire, il y aura une rupture entre les activités ludiques et maintenant les activités scolaires. Alors, certains seront stressés. Il y en a peut-être qui n'ont pas leurs parents. Il y en a peut-être qui ont des difficultés pour commencer. Il y en a peut-être qui sont malades. À leur endroit, je leur demande simplement de se laisser dans une certaine confiance en soi. Et tout doucement, la rentrée n'est pas un contexte de stress. Bien au contraire, ça rentre dans le cycle de leur vie, dans le cycle de la vie normale,
pour les aider à parvenir à la réalisation de soi. Voilà, donc confiance en soi et qui se prépare normalement pour affronter les réalités scolaires. Le rôle des parents, comme on le dit souvent, c'est d'abord assumer leurs responsabilités. L'une des responsabilités, pour aller au champ, il faut la roue et d'autres outils. Donc pour aller à l'école aussi, il faut le matériel qu'il faut. Il ne faudrait pas que l'enfant en soit dépossédé. Quand l'enfant est privé de ça, il développe ce qu'on appelle, disons, un problème de confiance en soi. Il ne se sait pas, il n'a pas le self-esteem. Donc il faut que d'abord les parents règlent ce problème normalement avec le moyen qu'il faut, le moyen qu'ils ont. On peut vouloir acheter un livre neuf. Si on n'a pas les moyens, on peut acheter un livre de deuxième main, comme on le dit en griffe. Donc en faisant cela déjà, c'est la préparation matérielle que les parents ont réglée. Maintenant, au-delà de ça, il faut que le parent puisse accompagner son enfant dans le déroulement du début de cette année jusqu'au niveau de la fin de l'année scolaire de 2023. En faisant quoi? D'abord, aller dans l'école, prendre connaissance de ce qui s'y passe, prendre contact avec les autorités de l'établissement. Ce n'est pas aussi mauvais de connaître, par exemple, les enseignants, pas pour, disons, corrompre qui que ce soit, mais pour dresser un pont de transmission de tout ce qui peut se passer avec leur enfant dans l'école. Donc, en le faisant, je pense que ça leur permet d'être au courant de ce qui se passe régulièrement. En dehors de ça, il faut l'accompagnement permanent. C'est d'évaluer les besoins de l'enfant et de produire ce qu'on appelle un projet soit individualisé ou bien un projet personnalisé pour l'enfant. Voilà ce que les parents peuvent faire. En interactualité au Mali, un groupe de jeunes tente de relever un défi bien particulier, celui de cartographier la capitale Bamako, ses caniveaux notamment. Le projet a pour objectif d'aider les collectivités et les autorités à moderniser Bamako. Sous un soleil de plomb, Mamadou Menta se penche au-dessus d'un conduit d'égout pour le mesurer. Cet étudiant malien de 27 ans, inscrit en master de géographie, cherche à cartographier les caniveaux de Daoudabougou, un quartier de Bamako. Smartphone en main, avec ses deux camarades, il sillonne la ville. L'objectif c'était de faire la cartographie des caniveaux de drainage de Daoudabougou pour voir quel est l'état des caniveaux actuels lors de l'hivernage à Bamako. Maintenant, avec ces outils, à chaque niveau, on essaie de prendre la profondeur du caniveau, la largeur. Maintenant, avec l'application, ça nous permet de faire la cartographie directe en temps réel, en marchant avec l'application ODK. Leur mission s'inscrit dans le cadre d'OpenStreetMap, un espace collaboratif de cartographie inspiré de Wikipédia et lancé en 2004 en Angleterre pour constituer une base de données géographiques en ligne libre d'utilisation. Nathalie Sidibé, la fondatrice de la branche malienne d'OpenStreetMap, explique que Bamako, la capitale du Mali, ne pourra devenir une smart city, une ville intelligente, que si les gens commencent à changer de mentalité par rapport à l'urbanisme. Il faut changer les habitudes ici, pour changer les habitudes et amener les populations à utiliser les outils numériques. Elle ajoute qu'avec son équipe d'une vingtaine de personnes, ils ont vu dans la cartographie un moyen de contribuer concrètement au développement de leur territoire. Un constat que soutient Adama Konaté, adjoint au maire de la commune 5 et chargé de l'environnement, de l'assainissement et de l'eau. Ici, à Daoudabougou, la cartographie a des intérêts capitaux. Ça nous permet d'abord, nous, autorités, au niveau de la collectivité, de mieux planifier nos activités, de mieux alors les programmer afin alors d'aller à leur mise en œuvre. À partir de la carte, on sait déjà qu'à Daoudabougou, alors en tel lieu, il y a besoin de drainage. En tel lieu, il y a besoin alors de dépôt, de réaliser un dépôt de transit d'ordures. Mahamadou Wadidier, directeur de l'Agence de développement régional de Bamako, un organisme public chargé d'assister les collectivités dans leurs projets de développement,
confirme que désormais, les autorités peuvent se renseigner rapidement sur un ordinateur. Malheureusement, le maire n'est pas de son bureau, n'avait aucune information sur ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, à travers un clic, il peut accéder à ces informations et même être en contact avec les responsables pour pouvoir avoir des informations à chaud. Victime d'une croissance fulgurante et anarchique, Bamako, la capitale du Mali, est encore loin de devenir une agglomération moderne. Mais les efforts de ces jeunes vont permettre de résoudre de nombreux problèmes. Nous passons à une autre actualité. Le 1er septembre dernier, plusieurs caravanes de la formation politique, les transformateurs qui parcouraient la ville pour rappeler un meeting ce samedi ont été interceptés par la police pour trouble à l'ordre public. Des interpellations qui crispent le climat politique déjà tendu dans le Tchad. Au Tchad, bien entendu, suivez. La police nationale indique sur sa page Facebook avoir arrêté 84 militants des transformateurs qui paradaient sans autorisation au centre-ville pour trouble à l'ordre public et attroupement non autorisé par le ministère de la Sécurité publique. Les personnes interpellées se trouvent entre les mains des services de sécurité pour besoin d'enquête. Sur sa page Facebook, le parti d'opposition se défend de ce dont il est accusé et rappelle qu'il procède ainsi pour lancer des appels à la mobilisation depuis 3 semaines. La formation politique de Success Masra dénonce des arrestations arbitraires et menace de manifester pour obtenir la libération de ses 91 militants. Dans son test, le parti de Success Masra indique que l'heure de l'intimidation des Tchadiens est révolue. Le parti, qui boycotte le dialogue national inclusif depuis son ouverture il y a 2 semaines, assure qu'il maintient son meeting de samedi prochain comme il le fait depuis 3 semaines. Dans un communiqué diffusé jeudi soir, les religieux et aînés de la République disent constater une intransigeance chez chacun des protagonistes qui risque de faire dégénérer la situation. Afin de baisser la tension, ils invitent les Tchadiens de toutes les religions à prier pour l'avenir de leur pays. La Zambie, qui s'était déclarée en défaut de paiement au cours de l'année 2020 avec une dette globale extérieure de 17 milliards de dollars, vient enfin d'obtenir du FMI un soutien de 1,3 milliard de dollars. L'accord de principe avait été acquis fin juillet alors que Lusaka annonçait avoir trouvé un accord avec ses principaux créanciers, Chine et France en tête. Le conseil d'administration du FMI a donc approuvé l'enveloppe qui sera versée sur 3 ans. Le cas zambien fait figure de test pour les pays surendettés. Premier pays à avoir fait défaut sur le remboursement de sa dette en 2020, Lusaka réclamait depuis une assistance internationale. Pour parvenir à une solution, il a fallu près de 2 ans de négociations avec les créanciers publics et privés qui ont finalement accepté fin juin de renoncer à certaines de leurs exigences en échange d'engagements de réforme. Il ne restait plus qu'au conseil d'administration du FMI à approuver un plan d'aide sur 3 ans. Le rôle de la Chine et de la France, qui dirigeaient le groupe des créanciers, a été fondamental dans le cas zambien. Reste à savoir si ces créanciers parviendront au même résultat avec des pays comme le Tchad et l'Éthiopie, eux aussi en situation critique. Dans le cas tchadien, c'est la dette auprès des négociants privés de pétrole qui bloque toujours. 2 ans après l'engagement pris par le G20 d'aider les pays surendettés, le dénouement de la crise zambienne est un soulagement. D'autant que dans l'intervalle, le nombre de pays en difficulté n'a cessé d'augmenter. Ghana, Égypte ou Tunisie ont vu leurs finances publiques se dégrader de façon inquiétante ces derniers mois. L'université du Wits à Johannesburg, une des plus prestigieuses universités du continent africain, fête ses 100 ans. Créée en 1922, cet établissement occupe 400 hectares et 2 campus. C'est une mini-ville au cœur de la capitale économique sud-africaine. Pour son 100e anniversaire, la vieille dame s'est refait une beauté. La façade du grand amphithéâtre, semblable à un temple avec ses 8 colonnes, vient d'être restaurée. Construit dans les années 1920, c'est le monument iconique de l'université. Il symbolise Wits, il symbolise les études supérieures, il symbolise Johannesburg. En 1966, Robert Kennedy est venu parler ici.
On est vraiment dans l'épicentre de WITS. Un centre de gravité pour les étudiants des 5 facultés qui continuent d'emprunter l'entrée originelle, à une époque où WITS n'accueillait que 1000 étudiants contre 40 000 aujourd'hui. Des étudiants qui sont fiers d'appartenir à cette institution. Étudier la médecine à WITS a toujours été l'un de mes rêves. Je voulais faire partie de cette famille car sa réputation est excellente. Au lycée, vous faites partie des meilleurs et maintenant vous arrivez ici et il faut travailler pour atteindre le haut niveau, donc c'est intimidant. L'université a vu le jour au début du XXe siècle pour soutenir l'industrie minière et aujourd'hui encore, des recherches y sont menées pour réfléchir au futur du secteur. Le sous-sol et ses différents trésors intéressent les scientifiques. Le professeur américain Lee Berger, explorateur pour National Geographic, nous ouvre les portes de son antre. Bienvenue dans la chambre forte. Vous avez devant vous plus de la moitié des fossiles humains découverts en Afrique qui sont conservés dans cette pièce. Nous sommes ici en Afrique, dans une université de classe mondiale, capable de mener ce genre de recherche. On ne peut pas faire ça ailleurs dans le monde. Je vois comment c'est aux États-Unis et je préfère rester un visiteur. 3e meilleure université d'Afrique, selon le classement de Shanghai, WITS n'aurait rien à envier aux autres universités. La concurrence n'inquiète pas la direction. Je préférerais que la concurrence soit plus rude. Nous avons besoin de plus d'universités du niveau de WITS parce que c'est bon pour le développement de l'économie du savoir sur le continent. Je pense que la concurrence la plus forte vient de la Chine. WITS tire sa renommée internationale de ses recherches médicales, notamment contre le VIH ou le Covid. C'est aussi une université où les sciences sociales occupent une grande place. L'intellectuel camerounais Achille Mbembe, professeur à WITS depuis 2001, est régulièrement publié et traduit dans le monde entier. Il s'inquiète d'un repli sur soi de l'Afrique du Sud qui porterait atteinte à l'université. On pourrait faire mieux si effectivement le gouvernement sud-africain prenait conscience du fait qu'il y a là une énorme opportunité et si ce gouvernement décidait de réformer véritablement les conditions d'entrée et de séjour dans ce pays qui devient malheureusement fermé sur lui-même. Université publique, WITS est financée en partie par l'État et par les droits d'inscription. Pour fêter son centenaire et assurer sa longévité, une grande campagne de dons a été lancée pour récolter 180 millions de dollars. Plus des 2/3 ont été recueillis. L'Éthiopie et l'Érythrée ont lancé jeudi depuis le territoire érythréen une offensive conjointe et une guerre totale contre la région dissidente du Tigré. Eh bien, c'est ce qu'affirment les autorités rebelles. Les autorités éthiopiennes, elles, disent être dans une position défensive. Le porte-parole des rebelles tigréens, Kindeya Gebrehiwot, soutient que les deux armées attaquent depuis l'Érythrée voisine. L'ennemi, ayant déjà déplacé une force massive en Érythrée, a maintenant commencé une campagne conjointe avec la force d'invasion étrangère de l'Érythrée. De son côté, le gouvernement éthiopien a simplement affirmé que l'armée reste en posture défensive pour contrer les attaques lancées dans toutes les directions par les rebelles. Répondant aux appels à la cessation des hostilités et au dialogue, Addis Abeba estime inacceptable ce qu'elle qualifie de rhétorique des deux camps, de la communauté internationale qui met sur le même pied le gouvernement et ce que l'Éthiopie qualifie d'une clique belligérante. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris le 24 août entre gouvernement fédéral éthiopien et autorités rebelles du Tigré. En conflit depuis novembre 2020, ils s'accusent mutuellement d'avoir déclenché ces nouvelles hostilités. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté mercredi soir le gouvernement éthiopien et le TPLF à arrêter immédiatement les opérations militaires et à travailler à la fin du conflit. Nous passons donc à une autre actualité après le Tigré où cette offensive se poursuit. Nous parlons, mesdames, messieurs, de cette actualité, l'Ukraine notamment. Le ministre russe de la Défense affirme que la contre-offensive de l'Ukraine dans le sud a échoué, mais Kiev affirme que ses forces ont détruit un pont à Kherson utilisé par les troupes russes pour acheminer du matériel et des munitions. Pendant ce temps, une équipe d'experts nucléaires de l'Agence internationale de l'énergie atomique a effectué sa première inspection de la centrale nucléaire ukrainienne endommagée à Zaporizhzhia.
Raphaël Grossi et l'équipe de l'AIEA ont quitté aujourd'hui la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à 35 miles d'ici, puis ils sont retournés à Zaporizhzhia. Raphaël Grossi a déclaré que l'AIEA a pu regarder l'arrière des générateurs ainsi que d'autres équipements. Il dit qu'il est évident que le bâtiment a subi des dégâts. L'intégrité physique de la structure a été endommagée. Ils disent néanmoins qu'ils ne peuvent pas déterminer si ces dégâts étaient intentionnels ou accidentels. Mais Raphaël Grossi a souligné que l'AIEA maintiendrait sa présence dans la centrale pour dire « nous sommes ici ». Ils veulent conserver cette présence. Une équipe a été laissée sur place jusqu'à dimanche. Nous savons aussi qu'il y a eu un véritable danger quand l'équipe est entrée ou était en route pour la centrale. Raphaël Grossi évoque des fusillades ou des tirs de mortier répétés. L'équipe portait des vêtements de protection en route vers le site. Ils ont quitté le territoire ukrainien pour se rendre le matin sur le site occupé par la Russie. Puis ils sont retournés en Ukraine disant qu'il y a eu beaucoup de risques pour le personnel. Ils voulaient retourner dire au monde ce qu'ils ont vu dans cette centrale nucléaire. Une nouvelle subvention sur le carburant est entrée en vigueur le 1er jour de septembre en France pour aider les conducteurs face à la hausse des prix. Elle s'appuie sur une précédente subvention introduite plus tôt cette année et voit maintenant l'État payer 30 centimes pour chaque litre acheté. Depuis avril, le taux auquel le gouvernement subventionne les prix de l'essence était de 18 cents par litre. Dans le cadre de nouvelles mesures de lutte contre l'inflation, le nouveau taux sera désormais de 30 centimes par litre jusqu'à la fin du mois d'octobre. La première ministre a déclaré que l'État agissait pour aider la population avec ce qu'elle a appelé une mesure supplémentaire pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. En juillet, le gouvernement a adopté une nouvelle loi prévoyant 44 milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour lutter contre l'inflation galopante et la hausse des prix de l'énergie. La nouvelle subvention de 30 centimes par litre a été programmée pour donner un coup de pouce aux parents en entrant en vigueur pour coïncider avec le début de la nouvelle année scolaire. La subvention devrait tomber à 100 centimes par litre en novembre et décembre. Cette mesure intervient alors que le pays se prépare à un hiver difficile. Vendredi, le président Macron présidera une réunion de crise avec la première ministre et les secrétaires d'État aux finances et à l'énergie afin de discuter de la manière dont la France va faire face aux éventuels problèmes d'approvisionnement en gaz et en électricité cet hiver. Le géant russe de l'énergie Gazprom a déjà suspendu ses livraisons de gaz à la France en raison de ce qui est décrit comme un différend contractuel. Une crise énergétique en Europe pourrait montrer des signes d'apaisement. Le responsable de l'énergie de l'Union européenne a déclaré que le groupe avait déjà atteint ses objectifs de stockage de gaz 2 mois avant l'échéance de novembre. Pendant ce temps, la Russie dit qu'elle ne fournira pas de pétrole aux participants au plafonnement des prix. La Maison-Blanche a déclaré plus tôt que les ministres des Finances du groupe des 7 discutent d'un plafonnement des prix du pétrole russe lors de leur réunion de vendredi dernier. Suivez. Un grand soupir de soulagement ici à Bruxelles et sans doute dans d'autres capitales européennes alors que l'Union européenne a rempli ses réserves de gaz à 80% de sa capacité, 2 mois plus tôt que prévu. L'histoire de la précipitation de l'Europe pour s'attaquer à la crise de l'énergie au cours des derniers mois a été un mélange de marchés volatiles, de pénuries russes, de représailles et de difficultés techniques imprévues. Cela n'a certainement pas été une tâche facile pour les gouvernements européens désireux de protéger leurs citoyens contre l'augmentation des factures énergétiques. 10 pays qui ont dépassé individuellement la barre des 80%, la Pologne et le Portugal remplissant 100% de leurs réserves de gaz. Il est important de dire que la capacité de stockage varie assez considérablement. L'Allemagne a par exemple plus de 80 fois plus de capacité de stockage que le Portugal. 6 autres pays sont sur le point d'atteindre 80% en novembre, ce qui signifie que plus de la moitié des États de l'Union européenne sont en avance ou dans les délais. Cependant, cela signifie que l'Europe dispose d'un filet de sécurité en cas d'urgence plutôt que d'une solution complète à la crise énergétique. Certains pays sont encore à la traîne, notamment la Bulgarie et la Lettonie, et 9 pays, dont la Finlande, l'Irlande et la Grèce, n'ont pas de capacité de stockage à proprement parler, s'appuyant sur des accords de solidarité avec d'autres États de l'Union européenne. D'où l'importance de cet objectif de 80% à l'échelle du groupe des 27.
Bien que cela ne signifie en aucun cas la fin de la crise énergétique, cela signifie au moins que l'Europe dispose d'un filet de sécurité pour passer l'hiver. Le nombre de cas de Covid-19 dans le monde a dépassé les 600 millions. C'est ce que révèlent les données de l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation indique que l'Europe et les Amériques représentent plus de 110% des cas confirmés dans le monde et plus de 115% des décès. Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre cumulé des cas confirmés et de décès. Viennent ensuite l'Inde et le Brésil. Selon l'OMS, Omicron reste le brin dominant, en particulier la sous-variante BA5. Bien que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas et de décès soit en baisse, l'OMS met en garde contre une augmentation des hospitalisations et des décès à l'approche de l'hiver. Regardez. Le nombre de cas de Covid-19 dans le monde a dépassé les 600 millions. C'est ce que révèlent les données de l'Organisation mondiale de la santé. L'organisation indique que l'Europe et les Amériques représentent plus de 70% des cas confirmés dans le monde et plus de 75% des décès. Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre cumulé des cas confirmés et de décès. Viennent ensuite l'Inde et le Brésil. Selon l'OMS, l'Omicron reste le brin dominant, en particulier sa sous-variante BA.5. Et bien que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas et de décès soit en baisse, l'OMS met en garde contre une augmentation des hospitalisations et des décès à l'approche de l'hiver. Le Texas, État américain connu pour son élevage de bœufs, est confronté à la sécheresse. Un problème qui contraint beaucoup de producteurs à abattre leurs troupeaux, ce qui au bout du compte peut signifier des prix plus élevés pour les consommateurs de viande. Images et son. Le Caney Creek Ranch se trouve à mi-chemin entre Houston et Dallas. Le propriétaire, Wesley Radcliffe, et son troupeau de 500 bêtes survivent à un été chaud et sec, car le Texas est aux prises avec une sécheresse qui oblige les éleveurs tels que Wesley Radcliffe à choisir entre continuer à élever les vaches ou les abattre. Radcliffe a déjà commencé à abattre ses animaux et il a vendu 50 têtes de son troupeau déjà cette année. C'était des mamans vaches plus âgées et elles auraient pu nous produire des femelles. Mais plutôt que d'attendre, nous avons continué à les expédier à l'usine de viande. J'appelle une usine de viande pour que ça sonne bien. Depuis la mi-juillet, plus de 93% de l'État du Texas est en sécheresse, allant de sécheresse modérée à exceptionnelle, selon le Service américain de contrôle et de surveillance de la sécheresse. La sécheresse exceptionnelle, ou D4, soit le niveau le plus élevé, est caractérisée par la perte généralisée de pâturage et de culture, ainsi que par des pénuries d'eau dans les réservoirs, les ruisseaux et les puits, créant des situations d'urgence. À la mi-août, plus d'un quart du Texas était en sécheresse exceptionnelle. On en voit l'impact ici à la vente aux enchères de bétail de l'est du Texas à Crockett. Il n'y a plus d'herbe. Les vaches commencent à perdre du poids. Les vaches sont faibles parce qu'il n'y a pas de protéines. Alors, on se débarrasse de beaucoup de vaches. Paul Craycraft est copropriétaire de cette vente aux enchères. Il soutient qu'en temps normal, la plupart des vaches achetées ici seraient mises au pâturage. Seule une minorité aurait été envoyée à l'abattoir. Mais la sécheresse a tout changé. Normalement, vous verrez peut-être que 40% des vaches en vente seront abattues, ou peut-être 30%. À l'état actuel des choses, 75% de la production des 2 derniers mois vont être abattues. Ils ne rentreront pas chez eux à la ferme parce que l'étable n'a pas d'herbe. Plus il y a de vaches vendues à l'abattoir, moins il y a de vaches matures mettant bas. Comme le Texas représente jusqu'à 14% du cheptel bovin américain, cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, les consommateurs vont ressentir les effets de la sécheresse à la boucherie et à l'épicerie. La pression sera forte pour que des prix de bétail soient plus élevés, que des prix de bœufs soient plus élevés au cours des prochaines années, à mesure que les effets de la sécheresse se feront sentir. Et donc, du point de vue des consommateurs, nous allons faire face à des approvisionnements en bœufs plus difficiles, avec rien d'autre que des prix de plus en plus élevés. Wesley Radcliffe garde à l'esprit que ce n'est pas la première sécheresse de sa vie. Nous avons eu une sécheresse en 2011 et les gens ont abandonné l'industrie. J'ai vendu quelques vaches cette année-là. Je n'en ai pas vendu beaucoup. Et j'étais tellement content de ne pas l'avoir fait parce que lorsque le marché s'est redressé, j'ai pu vendre des vaches à un meilleur prix que si je les avais vendues auparavant.
Wesley Radcliffe dit qu'il va encore essayer d'endurer et aussi prier pour qu'il pleuve. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci pour votre attention. Vous suivrez après moi une production que vous propose la diffusion de Gulf TV Africa. Passez une excellente soirée en notre compagnie. L'actualité reste en continu sur Gulf TV Africa. Bonsoir chez vous.